Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19 h. Focus ce soir sur l'état du tourisme dans les Antilles et plus particulièrement en Guadeloupe. Selon le baromètre du syndicat national des agences de voyage, les Antilles ont reçu moins de visiteurs en juillet. Cette baisse a-t-elle été ressentie du côté des professionnels du tourisme? C'est ce que nous verrons dans ce journal. Mais tout de suite, les autres titres de notre édition. Le budget de la ville de Sainte-Anne, recalé par la Chambre régionale des comptes, le maire Christian Baptiste doit proposer un plan drastique d'économie. 37 écoles, plus de 6 000 élèves, les Abîmes, principale ville scolaire de la Guadeloupe, préparent activement la rentrée. Les élèves du CREP sont déjà sur le terrain, de nouvelles disciplines entrent dans les cursus de l'établissement. Le journal, Aurélie Ronde. Mais avant de développer tous ces titres, notez que la Guadeloupe a été placée en vigilance orange en raison de la tempête Erika qui arrive cette nuit. Vigilance orange pour forte pluie et orage. La tempête Erika se déplace à 28 km/h. Elle devrait passer à 100 km au nord de notre département vers 1 h du matin. Les îles du Nord, Saint-Martin et Saint-Barthélemy ont été placées, eux, en vigilance cyclone orange. Erika devrait passer à 50 km au sud de Saint-Martin vers 8 h demain matin. Sur ces deux îles, des rafales de vent de 70 à 90 km/h sont attendues. Sachez également que la Martinique a été placée en vigilance orange pour forte pluie et orage. Un chiffre à présent, 5 811 067 €. C'est le déficit de la commune de Sainte-Anne, un déficit qu'elle traîne depuis maintenant plusieurs années. La Chambre régionale des comptes appelle la commune à faire des économies drastiques d'ici fin 2017. Le maire Christian Baptiste a expliqué devant la caméra de Nicolas Beaubrun les causes de ce déficit, mais aussi ce qu'il envisage de faire pour rétablir l'équilibre. Nous avions déjà prévu un certain nombre de préconisations. Parce que c'est quoi la démarche de la Chambre? C'est de dire, voilà, qu'est-ce que vous comptez pour pouvoir réduire ce déficit et ce déséquilibre? Nous avons émis un certain nombre de préconisations et à 80%, ce sont ces préconisations qui ont été retenues par la Chambre. Il faut savoir que si nous ne respectons pas le budget rectifié, à ce moment-là, nous pourrions être sous tutelle de la Chambre des comptes. Bon, donc là-dessus, nous avons bien travaillé et donc par conséquent, nous allons suivre les autres recommandations de la Chambre des comptes. Et que ce déficit, ce déséquilibre est dû à la gestion catastrophique de la Sénéquipe. Je pense qu'il faut le préciser, bien évidemment. Bon, alors les solutions de toutes les façons, premièrement, l'élargissement des bases fiscales. Nous avons mis déjà un agent à la direction des finances publiques pour élargir les bases fiscales. Nous voulons aussi mettre un système pour la récupération de toutes les recettes, notamment de l'occupation du domaine public, et des taxes d'hébergement. D'autre part, nous avons aussi mis en place toute une procédure pour la commande publique afin d'optimiser cette commande publique, mais aussi de réduire sur les dépenses de fonctionnement. Nous devons faire aussi quelques efforts concernant les charges du personnel, parce que la Chambre dit qu'en entre 2012 et 2014, ces charges ont augmenté de 22%. Donc là aussi, nous serons obligés de tenir compte de cela. Bon, il n'y a pas encore pour l'instant cette solution d'augmenter les impôts, donc il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Mais la Chambre a bien compris qu'il nous faut du temps jusqu'au 31 décembre 2017 pour pouvoir résorber ce déficit. On va rester dans les chiffres, un peu plus de 203 millions d'euros. C'est le budget supplémentaire voté aujourd'hui par les élus régionaux. Il servira notamment au développement durable, l'installation du très haut débit sur l'ensemble du territoire ou encore le renforcement du soutien à l'emploi avec un accent d'ailleurs sur l'emploi de la jeunesse. Au total, pour l'année 2015, la région se dote d'un budget total de 614 millions d'euros. L'emploi, justement, avec les chiffres du chômage qui viennent de tomber pour le mois de juillet, contrairement à la métropole où le nombre de demandeurs d'emploi reste stable par rapport au mois de juin. Dans notre département, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A diminue fin juillet de 0,5% par rapport à juin 2015. En Guadeloupe, sachez que le nombre de demandeurs d'emploi s'établit à 58 040. Focus ce soir sur le tourisme en Guadeloupe avec le syndicat national des agences de voyage et Atout France. Ils viennent de publier leur baromètre pour le mois de juillet. Si la destination France a connu une hausse de 5% du nombre de passagers, le constat est tout autre pour les Antilles, moins 23% du nombre de passagers. État des lieux avec Jean-Luc Icard.
La Guadeloupe, dans le top 20 des destinations consultées sur Google et unique territoire d'outre-mer dans ce palmarès, il y a 2 mois, le monde du tourisme pavoisait. Ce résultat, ce n'est pas le fruit du hasard, hein, c'est quand même grâce au travail qu'a mené le comité du tourisme depuis un certain nombre d'années. Mais consulter n'est pas visiter. En juillet, la chute de la fréquentation des destinations Guadeloupe et Martinique est sévère. L'invasion des sargasses, les problèmes de l'eau, la publicité d'une insécurité galopante ont, semble-t-il, repoussé les visiteurs potentiels bien plus que le chikungunya en 2014. Je dirais même 80 ou 90% de notre clientèle passaient nous voir vers 10-11 heures, posaient leur demande de repas, ils allaient se baigner et ils revenaient manger, se restaurer vers midi et demi, voire 13 heures. Mais aujourd'hui, permettez-moi du peu, 90% de ces gens-là ne viennent pas parce qu'il n'y a pas la mer. Ils ne peuvent pas se baigner dans la mer. Mais au-delà des conjonctures, le tourisme antillais souffre avant tout de ses récurrentes faiblesses, diagnostiquées par tous, mais pas résolues. Une offre floue, un type de tourisme pas défini, tout comme la clientèle ciblée, une qualité d'accueil et de service médiocre, des coûts prohibitifs. Conséquence, des hôtels inadaptés qui continuent de fermer, comme le Manganao. La Guadeloupe a perdu 1/3 de son offre de chambres au cours de la dernière décennie. Certes, ce résultat sur le seul mois de juillet ne fait pas le bilan de l'année, mais en 2014 déjà, la fréquentation touristique avait marqué une nette chute après 3 bonnes années. Alors une baisse de 23% du nombre de passagers dans les Antilles selon ce baromètre, mais est-ce pour autant une réalité du côté des professionnels du tourisme guadeloupéen? C'est ce qu'est allé vérifier Nicolas Beaubrun. Si au niveau des statistiques du mois de juillet, les chiffres étaient plutôt en berne, sur le terrain, chacun y va de sa propre analyse. Les commerçants sont unanimes, le pouvoir d'achat a considérablement baissé. Le pouvoir d'achat a diminué, manifestement. On est, nous, dans ce créneau encore avec notre formule snack, qui est une formule évidemment pas chère par définition. Donc on tient le coup, on tient bon avec une bonne équipe ancienne qui plus est. Ça va. Mais effectivement, c'est dur un peu. On voit que les gens ont les poches de plus en plus vides. Les commerçants qui n'ont pas souhaité s'exprimer déclarent encore accuser le coup de l'année 2009. Les professionnels qui font la différence ou qui se maintiennent misent sur la qualité de l'accueil et la diversification du service à la carte. La saison, c'est pas la vraie saison parce que là, c'est une saison intermédiaire, on va dire, parce que la vraie saison, c'est à partir de décembre jusqu'à fin avril. Après, les gens qui viennent dans cette saison-là n'ont pas forcément un gros pouvoir d'achat parce qu'ils viennent en congé bonifié. Mais bon, on essaie de faire de petites formules pour s'adapter à ce genre de public. En juillet, j'étais pas là. Je suis partie de 5 juin, j'ai repris en fin de juillet. En août, ça a été, il y a eu pas mal de monde quand même en août. Je suis heureux. Et ça fait 3 années que je viens et donc je vais continuer. La période des grandes vacances se termine. Les professionnels du tourisme doivent se préparer pour une nouvelle saison. Il reste à savoir que la concurrence sera rude avec d'autres destinations telles que la Réunion, Saint-Domingue ou l'ouverture prochaine de nouveaux produits sur Cuba. Cette information pratique à présent, comme chaque soir dans cette édition, nous vous donnons toutes les informations sur les tours d'eau mis en place par le SIAG. Jusqu'à demain, en fin de matinée, c'est la commune du Moule qui est concernée par les coupures. Et puis demain, jeudi, à partir de midi, la ville de Capesterre-Belle-Eau sera privée d'eau potable jusqu'à vendredi, en fin de matinée. Dans moins d'une semaine maintenant, les élèves auront repris le chemin de l'école, des écoles qui se font une dernière beauté pour les accueillir comme il se doit. C'est le cas aux Abîmes, ville la plus peuplée de Guadeloupe qui accueillera plus de 6000 écoliers. Reportage de Paul Pillet. À moins d'une semaine de la rentrée scolaire, la ville des Abîmes est en train de peaufiner les derniers préparatifs avant d'accueillir les 6500 élèves scolarisés dans les 37 établissements maternels et élémentaires de la ville. Peinture, nettoyage et réparation sont les maîtres mots en cette veille de rentrée. Pour assurer l'entretien des écoles, la municipalité peut compter sur ses 1500 agents municipaux, dont une grande partie de saisonniers. Nous donnons l'accent, je dirais, sur l'hygiène prioritairement et la sécurité. Si ce n'était pas cela, ça reviendrait à vraiment trop cher. Donc l'hygiène et la sécurité des enfants. Si la majorité des élèves scolarisés viennent de la ville des Abîmes,
Une partie d'entre elles est domiciliée dans les communes alentours. Il nous arrive de dépanner les parents d'élèves, nous dirons, limitrophes. Nous avons notamment sur Besson des parents qui sont plus proches de l'école de Besson que de la ville du Gosier. Donc voilà, nous prenons ces élèves-là. Le Mornalo de même. Enfin voilà, limitrophes. Dès mardi prochain, les élèves retrouveront l'indémodable Marelle pendant les récréations. Qui rappelle en tout cas des souvenirs. Alors je vous rappelle que la rentrée des enseignants est prévue le lundi 31 août. La rentrée des élèves s'effectuera donc mardi prochain, le 1er septembre. Lui aussi justement fera sa rentrée le 1er septembre. Le dernier vainqueur du Tour cycliste de Guadeloupe et de Guyane, Boris Carène, va occuper de nouvelles fonctions dans la région. Il sera chargé de missions attachées à la direction régionale des sports. Une information qui a été révélée lors de la réception en son honneur organisée hier après-midi par la région, s'est autorisé. Son rôle, s'occuper de la détection de jeunes sportifs. On va rester justement dans le domaine du sport avec certains élèves par contre qui ont déjà effectué leur rentrée. Les pensionnaires du CREPS ont repris le chemin de l'école hier matin. Pendant toute l'année, ils vont mener de front leurs études et leur sport. Éric Pommier était à leur côté ce matin. Pas le temps pour une après-midi récréative pour ces sportifs dont la rentrée scolaire a été effective depuis hier. En fait, ces jeunes font partie du pôle excellence, option sport. Plus précisément, ils sont inscrits à la cité scolaire d'excellence sportive. Ils sont au total 177 sur 254 sportifs inscrits au CREPS Antilles-Guyane. La spécificité qu'on a réussi à mettre en place, qui est exceptionnelle, puisqu'il n'y a qu'un seul CREPS en France qui fonctionne comme ça, c'est d'avoir un établissement scolaire à l'intérieur même du CREPS et surtout d'avoir un établissement scolaire qui n'accueille que des sportifs inscrits en pôle. Donc ça veut dire que le staff, quand je dis staff, les enseignants du collège et du lycée n'ont que des sportifs en phase 2 et donc adaptent leur contenu et sont très attentifs au suivi lorsque les sportifs partent en déplacement notamment. La structure compte désormais 15 pôles, contre 7 à ses débuts. Tout nouveau pour la rentrée, le golf et le triathlon. Au programme d'une semaine sont comprises 12 à 17 heures d'entraînement. Les nageurs du pôle natation ne sont pas en reste. C'est entraînement tous les matins, ils sont entre 5h30 et 5h15 et 5h30 dans l'eau, enfin en général sur le bord pour faire des échauffements d'abord. Ils ont entraînement jusqu'à 7h, ensuite il y a l'enchaînement petit déjeuner, douche, préparation du sac pour être devant les grilles de l'école à 8h moins 10. Ensuite ils ont une journée jusqu'à midi ou 13h et puis après derrière l'après-midi il y a un créneau d'entraînement et un créneau d'études surveillées. Les élèves sportifs ont cours comme tous les autres élèves, mais uniquement le matin. Les après-midi sont réservés aux entraînements. Les 4e et 3e sont libres tous les après-midi. A contrario, les secondes et premières n'ont qu'une après-midi de cours contre 2 pour les terminales. Cette cité scolaire d'excellence sportive a vu le jour en 2010. Natation, football, escrime et bien d'autres disciplines sont d'ores et déjà dans les starting blocks, tout comme la boxe et l'haltérophilie qui ont fait leur entrée l'an dernier. Et parmi donc les nouvelles disciplines qui ont fait leur entrée au CREPS cette année, le triathlon. Éric Pommier a suivi un jeune triathlète, Tao Jouino, 13 ans, dont c'est la première entrée. Voilà un des nouveaux pensionnaires du CREPS pour l'année scolaire 2015-2016. Tao Jouino, 13 ans, né à Bémao, fait désormais partie du pôle sport haut niveau, option triathlon, une discipline qui enfin intègre l'excellence sportive. Mon entraîneur a beaucoup forcé sur le directeur pour qu'il nous fasse entrer le triathlon comme un pôle, qui n'est pas encore complètement un pôle, mais qui, j'espère, va bientôt le devenir. Tao fait désormais partie de ces jeunes champions à devenir, mais il est conscient qu'il doit se concentrer sur une mission à double vitesse. Au programme, en effet, sport et études sont à mener conjointement. Sa rentrée hier lui a permis de prendre la température d'une année visiblement chargée. Ça va pas être facile, on va dire. Ça va être plutôt au début, je pense que ça va pas être facile, puis après, avec le rythme, on va s'habituer, je pense. Notre bonhomme est fin prêt, mais il n'exclut pas un objectif qu'il a en tête, retourner comme l'an dernier au championnat de France et bien sûr monter sur la plus haute marche du podium. Et bon courage en tout cas à tous ces jeunes sportifs qui ont déjà repris le chemin de l'école. Avant de vous laisser, je vous rappelle que la tempête tropicale Erika devrait donc passer cette nuit au nord de la Guadeloupe.
Au programme, selon Météo France, averses et orages. Voilà pourquoi nous sommes placés en vigilance orange. Saint-Martin et Saint-Barthélemy devraient encore plus être concernés par ce phénomène. Les deux îles ont été placées en vigilance cyclone orange. On rappelle également que la Martinique est en vigilance orange pour fortes pluies et orages. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, le journal de TF1 suivi des pronostics hippiques de Prévert-Mayengo. Vous retrouverez ensuite un numéro de Zone Interdite consacré à la vie des forains. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19h. Excellente soirée sur Alizé.